J'aimerais juste vous demander, ceux qui ont voté, est-ce que vous pouvez lever la main dans le public? C'est ce que je disais, tout le monde joue la sécurité. Quand ils vont arriver au pouvoir, c'est 89 mois. Après ça, ils vont revenir encore pendant 89 mois. Mais nous sommes dans une routine qui ne change jamais. Les jeunes ne se retrouvent pas en un candidat qui les représente. Pour que les élections se déroulent en Côte d'Ivoire, ce sont les jeunes qui permettent cela. Est-ce que finalement, vous avez le sentiment que votre voix a réellement compté lors de ces élections? Je me dis, c'est la même chose, même si je vote, ça ne va pas changer. Mais si tout le monde se dit ça finalement, quand est-ce que les choses changent? La question qu'on doit se poser aujourd'hui, pourquoi cette participation-là, elle ne se traduit pas au niveau du vote? Si aujourd'hui, nous les jeunes, on se lève, on dit, on ne veut plus vos 5 000, 5 000. Il y a eu 5 candidats, 10 000, 10 000, 10 000, ça fait 50 000. Tu vois, non? En fait, c'est comme ça que les gens voient les choses. On dit que les jeunes sont instrumentalisés, mais peut-être que les jeunes même instrumentalisent un peu aussi les politiciens. De la manière que tu te vends, c'est comme ça qu'on t'achète. Mais si on se vend comme du caviar, je pense qu'à un moment donné, ça ne va pas se faire maintenant, mais à un moment donné, ils vont se dire que ces jeunes que nous voyons là, ceux-là, on ne peut pas aller les blaguer. Il faut qu'on aille vers eux avec de véritables programmes pour les convaincre de voter pour nous. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être ici à Abidjan sur ce plateau pour parler de jeunesse et de politique. Autour de moi, des jeunes venus de différents horizons, qui ont différents parcours, mais aussi différentes convictions. Vous avez tous et toutes un point commun, vous avez vécu les élections présidentielles et législatives en Côte d'Ivoire en 2025. Merci d'être là pour nous en parler. Et ma première question, elle s'adresse à vous, Maïmouna. Est-ce que vous avez vraiment ressenti ou vu une mobilisation des jeunes sur le terrain lors des dernières élections? Il serait bien de faire une nuance. Parce que par mobilisation dans le commun des mortels en Côte d'Ivoire, quand on entend mobilisation, on s'attend à ce que les jeunes partent voter massivement. Pourtant, pendant ces élections présidentielles et législatives, ce qu'on a pu observer sur le terrain, c'est qu'auparavant, la mobilisation se traduisait par l'appartenance à un parti politique, par la participation à des meetings des politiques. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est une autre manière de voir les choses. On a remarqué une forte présence des jeunes sur les réseaux sociaux qui participaient énormément aux campagnes. Ézéchiel avait l'air de secouer la tête. Oui, je pense que je dirais que je partage son avis. Mais en même temps, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi de savoir réellement quelles ont été peut-être les raisons de ce choix. Pourquoi les jeunes ont préféré être sur les réseaux et non pas réellement dans la réalité. Il y a quand même eu un petit contexte de frayeur qui a quand même montré aux jeunes que ce n'était pas réellement sécurisé. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'engagement des jeunes qui partageaient des messages sur Facebook. On voyait un peu. Même ça encore, moi je suis un peu réticent parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans tel ou tel parti, qui sont apolitiques. Et on est d'accord que les élections récentes ont fait développer l'expression apolitique parce que tout le monde se disait apolitique parce que tout le monde avait peur de prendre position en fait. Donc si on va sur cette base-là, la mobilisation était certes sur les réseaux sociaux, mais pas en faveur des élections en fait. Donc les gens se protégeaient plus. Vous pensez qu'il y a quand même eu des gens qui ont voté par conviction? Peut-être ont voté juste parce qu'ils sont peut-être ils sont dans un parti, mais pas forcément. Par exemple, moi qui ne suis pas membre d'un parti, je n'ai pas voté par exemple parce que je ne trouvais pas nécessaire de voter, tu vois. Donc la mobilisation est peut-être pour les partis politiques, mais pas pour la population en général. Nadège? En dehors des partis politiques ou du fait d'avoir battu campagne en ligne, je pense qu'il y a eu des webinaires qui ont été organisés par des jeunes, plusieurs webinaires qui ont été gérés par Ézéchiel Aka qui est là, et qui ont vu la participation de milliers de jeunes. On ne peut pas négliger quand même cette mobilisation-là, on ne peut pas la nier. Pour moi, c'est déjà... Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de mobilisation, mais je dis que c'est déséquilibré en fait. Il y a eu plus de mobilisation dans le fait de se préserver. Et quand les jeunes parlent de politique ici, tu vois toujours les parents qui ne sont pas d'accord en fait. Donc c'était plus les histoires de moi je suis apolitique et moi je suis apolitique. Pour vous, Glenn, justement, c'est quoi être apolitique aujourd'hui pour un jeune? Pour vous déjà? Dire ce qu'on pense. Et ne pas avoir de parti politique déjà, n'est pas dans un parti politique, tu dis ce qui est réel par rapport à la réalité, tout et tout, par rapport à la situation, par rapport aux différents candidats. Est-ce qu'être apolitique, ça veut dire ne pas voter? Non, ça ne veut pas dire ne pas voter. Ouais. Au contraire, tu votes parce que le vote, c'est un devoir civique en fait. Mais c'est juste que tu n'as pas de candidat, je veux dire, tu ne défends pas un candidat en tant que tel. Tu votes pour un programme? Tu votes pour un programme. Après la proposition des différents programmes lors des campagnes, tu choisis le programme qui se rapproche de tes réalités et tu votes. Je pense qu'il faut faire la lecture aussi d'une autre manière parce qu'on ne peut pas nier qu'il y a des jeunes en Côte d'Ivoire qui, aujourd'hui, contrairement à des années en arrière, s'intéressent quand même à la politique. Il y a une évolution, une Moi, forme d'évolution. en 2010, je ne m'intéressais pas à la politique, mais Justement. maintenant, je fais des blagues sur la politique. Donc, on le reconnaît. Mais je n'ai pas dit non. Je ne sais pas si on se comprend. Je n'ai pas dit On non. se comprend. On ne nie pas ce que vous dites. Mais je dis,
qu'il y a eu une mobilisation, cette politique, mais la mobilisation qui a le plus résonné, c'est celle d'être apolitique. C'est-à-dire C'est-à-dire que les gens ont plus montré le fait qu'ils ne veulent pas prendre parti pour quelqu'un, pour éviter qu'il y ait des représailles après. Et c'est ça qu'on a plus vu. Les dernières élections en Côte d'Ivoire, il y avait une personne sur deux qui avait voté. Justement, on a un public autour de nous. J'aimerais juste vous demander, ceux qui ont voté, est-ce que vous pouvez lever la main aux dernières présidentielles? Ceux qui ont voté dans le public. Vraiment, levez la main si ceux qui ont voté. Ah, c'est ce que je disais, tout le monde joue la sécurité. Est-ce qu'il y en a une personne dans le public qui peut nous dire pourquoi il ou elle n'a pas voté? On a 2 personnes par ici, si on peut leur passer le micro, juste pour nous expliquer. Le jour de vote aussi, vu les situations précédentes. C'était quoi, vous craigniez pour votre sécurité? C'est pour ça vous... Bon, tu as sorti et puis s'il y a eu un petit conflit là-bas, afin de courir pour rentrer tout ça là, franchement, je n'ai pas voulu prendre le risque. Ok. Et à côté de vous? Allez-y, demandez. Depuis la crise de 2010, on a eu un traumatisme au niveau électoral et tout. Donc, on a décidé de ne plus voter. Avant d'arriver à tout ce qui est webinaire et tout, il faut chercher une solution de sorte à enlever de la tête de tout jeune cette peur-là, en fait, quand il y a les élections. Ça vous inspire quoi de voir ces jeunes qui n'ont pas voté justement? Si vous me permettez, il a parlé de peur et tout. Cette peur, elle est justifiée, hein, voilà, elle est justifiée parce que quand on retrace un peu l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, on se rend compte que la quasi-totalité des élections présidentielles était sous ont été tension. marquées par des turbulences. Ouais. Donc ça a laissé comme une sorte d'héritage. Moi, je n'ai pas participé directement aux conflits qui ont eu lieu lors des élections présidentielles précédentes. Peut-être que je n'étais même pas née. Mais c'est devenu comme une sorte d'héritage que les parents ont légué en fait. Mais à un moment donné, moi je pense qu'il faut sortir des sentiers battus. Parce que... Mais comment on sort? Comment on sort, j'en viens. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se victimiser. Parce que de toutes les manières, il y a des choses, si on ne va pas les arracher, on ne nous les donnera pas. Comment on se victimise quand tu vas acheter quelque chose et puis c'est cher? Tu t'es victimisé? Le prix qui est là. Elle va finir. Allez-y, Maimouna. Vous dites que peut-être que les autres, ils font des promesses et tout, mais après les élections, les gens, ils ne les respectent pas. C'est faux. C'est une réalité. Alors. Mais les 10 000 francs que tu vas prendre aussi ne vont pas changer ta vie. Moi, je ne prends même pas 5 francs de quelqu'un. 10 000 francs ne peut pas changer ta vie sur un mois. Alors que si tu mais fais c'est une journée, oui, c'est une journée. Une mauvaise personne, c'est au moins 5 ans. C'est au moins 5 ans. Donc, je me dis qu'à un moment donné, c'est vrai qu'une journée, ça va t'aider, tu vas manger et tout. Mais après une journée, tu deviens quoi? Il y a eu 5 candidats. 10 000, ça fait 50 000. Tu vois, non? En fait, c'est comme ça que les gens voient les choses. Il y a quand même... C'est comme ça que les gens voient les choses. Il y a quand même un point important sur ça pour qu'on puisse avancer dans le débat. On l'a dit tout à l'heure, Nadia, je vous donne la parole juste après. Vous avez dit tout à l'heure que le vote était secret. Donc finalement, dans cette campagne de sensibilisation et de conscientisation des jeunes, Clintellex, justement, qu'est-ce qui empêche ces jeunes-là de effectivement encaisser ces 50 000 francs parce que leur quotidien est difficile et d'avoir leur vote secret? Ça ne les empêche pas de voter. En fait, il y a je ne sais pas si on doit appeler un cliché, mais il y a une croyance qu'on a que même si on vote, ça ne va rien changer. Nadège, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Nous, dans notre étude, c'est l'une des questions que nous avons posées. Les jeunes ont dit qu'ils ne se retrouvent pas dans l'offre politique actuelle. Comment on les convainc? Justement, rien ne les convainc parce qu'ils ont l'impression d'avoir vu les mêmes acteurs s'en déchirer depuis des décennies et qui continuent de s'en déchirer. Donc, ils ont l'impression qu'il n'y a pas de... Ils veulent peut-être un messie, en griffe. Ils veulent un messie. Et je pense qu'il y a une candidature qui avait soulevé beaucoup d'engouement auprès des jeunes en Côte d'Ivoire, qui malheureusement n'a pas été retenue. Parce que peut-être la personne c'était une nouvelle personnalité, c'était quelqu'un qu'on ne connaissait pas, qui n'avait rien à voir avec ce dont on avait été habitué toutes ces années, ces personnes qui étaient impliquées dans les différentes crises que le pays a connues. Donc il y a aussi les attentes de la jeunesse Les jeunes, ils prennent de l'argent, mais je vous avoue que la majorité ne vote pas. C'est une perche que je vais saisir sur la prochaine question, parce que justement, j'allais vous demander à tous, une fois que le résultat est connu, est-ce que finalement, vous avez le sentiment que votre voix a réellement compté lors de ces élections, à travers votre vote? Ça fait rire Clintellex. Oui, en vrai, ça me fait rigoler. Parce que c'est ce que je disais, la croyance est confirmée. Donc, pour les prochaines échéances, je me dis c'est pareil. Mais si on ne vote pas, comment on fait basculer la... Mais parce que ça fait déjà une décennie, je me dis c'est la même chose. Même si je vote, ça ne va pas changer. Et je vais voter, ça ne change pas. Ça peut tout changer, Nadège, mais Ezekiel si tout le monde Maimouna? se dit ça finalement, quand est-ce que les choses changent? Mais c'est ce que je t'ai dit là. Tu dis que tu ne votes pas. Moi, tu te dis que si tu votes, les choses ne vont pas changer. Mais si tout le monde se dit, si
Si je ne vote pas. Non. Non, je ne vote pas. Non, en fait, Finalement, je- on se retrouve avec un taux qui baisse. Non, je Apparemment, prends- c'est pas ce qu'il voulait dire. je te On va lui donner une l'exemple. deuxième chance. On va en 2015. Parce qu'à partir de 2015, j'ai l'âge de voter tout et tout. Donc, je dis, même si je vote, ça ne va pas changer. Mais néanmoins, je vais voter quand même. Et ça ne change pas. Tu sais, l'idée que j'avais dans ma tête, là, c'est ce qui sort comme résultat. 2020 encore. Il dit, même si je vote, ça ne va pas changer. Et genre, la croyance de ça ne va pas changer grandit, en fait. Et c'est la même chose. 2025, tiens, même si je vote, tiens, ça ne va pas changer. Mais comment ça Et se genre, fait jusqu'à que- 16h, normalement, c'est à 7h, il partait voter. Maintenant, à 16h, il m'aurait voté quand même. Il me dit, on ne sait jamais, un jour, ça va changer. Mais du coup, comment C'est le ça- même résultat. Comment ça se fait que autant de jeunes aient les mêmes convictions et les mêmes désirs, les mêmes envies, et que ça ne se reflète pas justement sur les résultats ou sur les votes? Mais parce que les jeunes, je veux dire, nous tous, on était matricés, hein, parce que la majorité de la population, actuellement, on dit la population, la majorité, elle est jeune. Et on a vu, moi j'ai vu coup d'État de 1999, la guerre, la crise de 2002. Vous avez vécu tout ça? Oui, moi j'ai Ah vu ouais. ça. Et 2010, Vous avez il y a l'air eu tout jeune ça, pourtant. Tu vois. Vous avez vécu Et avec donc, l'intellex. Et aussi, il y a eu les troubles par rapport aux élections en 2015, 2020, tout et tout. C'est ça qu'on a comme bagage intellectuel, en fait. C'est ça qu'on a comme passé ou, information par rapport aux élections. Moi, je pense que tant qu'on va limiter la mobilisation ou la participation des jeunes au vote, notre analyse sera biaisée. Mais quelle limite? Non, je ne suis pas en train de vous répondre. Je réponds à la question, justement. C'est Parce pas que une les jeunes attaque sont là, personnelle. il n'y a pas quelqu'un qui Ce que je veux dire, c'est que nous, avec les études, parce que ce n'est pas que le Centre AO qui a fait des études sur la participation des jeunes, nous nous sommes rendus compte que même le dispositif électoral repose sur les jeunes. Les personnes qui étaient dans les bureaux de vote en tant que secrétaires, c'était des jeunes. Et plus de 40% étaient des jeunes au niveau de la présidence des bureaux de vote. Au niveau des missions d'observation, 80% étaient des jeunes. Donc, pour dire que pour que les élections se déroulent en Côte d'Ivoire, ce sont les jeunes qui permettent cela. Mais la question qu'on doit se poser aujourd'hui, pourquoi cette participation-là, elle ne se traduit pas au niveau du vote? Et c'est ce que j'ai dit. Les jeunes estiment qu'ils préfèrent même aller être observateurs que voter. Il y en a plein qui sont engagés en tant qu'observateurs, en tant que membres de bureau de vote, qui ne votent pas. Parce qu'ils se disent effectivement que l'offre politique ne les arrange pas. Vous pensez à la et même ne chose, les intéresse pas. Ézéchiel? Toujours dans la même, Ouais, allez-y, permettez-moi, Maïmouna. toujours dans la même veine que Nadège, il y a un problème aussi qu'on néglige assez souvent, à mon sens. Il y a le problème de représentativité. C'est-à-dire que les jeunes ne se retrouvent pas en un candidat qui les représente. Et ça, c'est un problème. Parce qu'on se dit que de toute façon, ceux qui sont là, ils viennent toujours avec les mêmes promesses. Alors que nous, les jeunes, on vit les mêmes réalités au quotidien, les questions de chômage, d'éducation, de logement. Et il n'y a pas un candidat qui est capable de porter la voix des jeunes. Donc, on ne se retrouve pas en ces candidats qui sont là depuis des décennies. Donc, il y a comme une sorte de désintérêt. On laisse passer, on va voter. Et de lassitude aussi. Voilà, de lassitude. On va voter quand même. On se dit peut-être un jour, les choses vont changer. Mais moi, je me dis, c'est ça en fait. À un moment donné, votons quand même. Même si on se dit que les résultats ne vont pas changer, votons. C'est un droit que nous avons. Et on ne prend même plus le temps de regarder les propositions. On va juste voter parce que voilà, souvent même c'est pas héritage. Dans la maison, c'est RHDP. Donc tout le monde va voter RHDP. Ici, c'est PDCI. Donc quand il y a élection, tout le monde vote PDCI. Et c'est dommage pour moi, en tant que politique, qu'on réduise seulement la politique au fait de voter en fait. Pour moi, c'est très limité parce que la politique, c'est plus vaste que ça. Même en participant à quelque chose dans ta communauté, en participant à l'amélioration des conditions de vie de ta communauté, tu es quelque part en train de faire de la politique parce que la politique, c'est la gestion de la cité pour assurer le bien-être de ses habitants. Ézéchiel, vous qui avez organisé plein de webinaires avec des jeunes, qui les avez rencontrés, est-ce que vous avez ce ressenti-là? Est-ce qu'il y a des jeunes, des fois, Et qui de quelles viennent... sommes découragés? Je l'ai vu regarder dans le vide, c'est pour ça que je suis allé le chercher sur... En fait, Est-ce que vous avez de bons retours? Je ne suis pas découragé. Ouais. On doit pouvoir dire aux jeunes que un député peut pas. Quelqu'un peut pas se lever chez lui à la maison, venir dire qu'il est député. Non. S'il est député, c'est parce que nous sommes sortis aller voter. Et c'est là le problème. Les jeunes pensent que quoi? Si on ne sort pas pour aller voter, il ne va pas venir. Or, il a la possibilité de donner 5 000 à au moins 10 jeunes qui vont accepter. Mais pas forcément 10 jeunes, peut prendre 10 jeunes d'un autre quartier pour venir. Ça vous dit quoi? Si aujourd'hui, nous les jeunes, on se lève, on dit, on ne veut plus vos 5 000. Qui? On ne veut plus... Non, écoutez. On va aller au bout, on va le laisser aller au bout. On va le laisser aller au bout. Allez-y, Ézéchiel. S'il vous plaît. On va le laisser aller au bout. S'il vous plaît. Le pays est du non. On va y en venir. On ne veut plus vos 5 000. 2, on ne veut plus des t-shirts. Ouais. On veut... Les t-shirts 100% coton. Que ça soit caïman ou bien... On ne veut pas ça. Parce que, concrètement, nos parents ont fait pareil. 5 000 francs, on peut faire quoi dans ta vie pendant 5 ans? Rien. Quand ils vont arriver au pouvoir,
89 mois. Après ça, ils vont revenir encore pendant 89 mois. Mais nous sommes dans une routine qui ne change jamais. Alors, donc c'est pour ça que je vous dis clairement, vas-y. il faudrait que les choses puissent changer. Parce que tant qu'on va accepter ces éléments, il ne faut pas nous proposer des éléments pour changer notre... Je pense qu'Ézéchiel parle plutôt d'une vision à long terme, Oui, de ne pas se donc, focaliser tu vois, sur le quotidien. Propos, tu vois, lui, le propos qu'il est en train de tenir, c'est un propos très clair, tout et tout. Mais en fait, est-ce que vous la partagez déjà, moi, je avant partage son d'argumenter? idée et moi, je suis dans ce combat. Vous seriez prêt à soutenir Ézéchiel dans ce combat? Mais je le soutiens déjà. Il fait des blagues sur la politique. Ouais. Donc, moi, je sais que ce qu'on nous propose ne nous arrange pas. Et pendant les élections municipales à Bobo, on est parti voir les candidats pour leur poser des questions. Sur 4 candidats, il n'y a que 2 qui ont répondu. Les autres nous ont envoyé tourner. Il y a un autre candidat qui nous a donné, il dit on va porter t-shirt d'abord, avant qu'on pose nos questions. Il dit bon frère, allons. Je pense que tout ce qu'ils disent aussi nous ramène au manque de confiance dans nos institutions. Aujourd'hui, il y a aussi ce problème. Hein. Manque de confiance dans l'organe même qui organise les élections. On l'a vu en Côte d'Ivoire. Quand on n'a pas confiance en celui qui, en l'arbitre d'un match, on se dit, bon, mieux vaut ne même pas jouer le match. Non, ça, c'est les Sénégalais qui disent ça. Quel que soit l'arbitre, je compte pour dire c'est combien. Les jeunes n'ont pas confiance aux institutions, pas que aux institutions qui organisent les élections, mais aux institutions même du pays. Est-ce que l'institution veut le changement? Parce qu'on nous dit que l'État, c'est nous. Mais moi, je veux le changement. Est-ce que c'est nous, l'État, vraiment? Vous êtes sûr? Parce que c'est tout ça aussi qu'il faut clarifier, il faut donner aux gens le rôle de qui fait quoi, qui est qui en fait. Parce que nous, tous, à nous, dans notre tête, moi, dans la croyance populaire, c'est que c'est le président qui décide tout. Moi, je me dis aussi que peut-être c'est ça l'erreur, en fait. Que je pense que la société même est à l'image de ses politiques. La société ivoirienne est à l'image de ses politiques parce que les politiques, on les voit que pendant les élections. Ils font les campagnes de sensibilisation, c'est à l'approche des élections. Pourtant, si on commence, par exemple, maintenant, jusqu'en 2030, les gens sont assez saoulés de recevoir l'information que tu ne votes pas parce qu'il t'a donné l'argent, tu votes parce que son programme t'arrange, en fait. Et quand on commence peut-être à 6 mois des élections, en vrai, les gens vont juste prendre finalement, excusez-moi, Ouais. demandez s'il te plaît. C'est qui l'a dit ça, je pense que ce n'est pas à la veille des élections qu'ils font les campagnes. C'est un travail de long. Vous savez, je vous dis quelque chose, c'est pour ça que moi j'ai mal. Quand je dis... Non, il n'y a pas d'olipan là-bas pour lui. lui. Je vous dis que j'ai mal. Pourquoi j'ai mal? Non, parce que vous savez, nous sommes dans une mentalité de dépendance éternelle. Il y a des localités où des maires ont donné plus de 200 bœufs. Mais vous savez, un bœuf, même si le bœuf est mince, il est au moins 200 000 francs. Quand vous faites 200 fois au moins 100 000, vous vous retrouvez pratiquement à un minimum 10 millions. Mais vous savez, 10 millions, ça peut construire combien d'unités de transformation dans vos différentes localités pour embaucher des jeunes pour que vous puissiez travailler? Après, si les jeunes travaillent, ils ne vont plus courir ils sont émancipés, ils ne vont pas se permettre de te suivre. C'est ça mon combat, en fait. C'est là que je veux vous emmener. En 2028, c'est bientôt élection municipale. On va dire, moi, je vous ai donné un mouton, donc c'est plus, vous allez forcément me voter parce que vous avez donné un mouton. Mais en quoi ça répond à vos réels besoins? C'est un budget qui peut employer plus de 500 jeunes de vos localités. Mais changez de mentalité. À quel moment les financements viennent? Mais après, on te dira que ça ne sort pas de la poche de la caisse de la mairie ou bien de son lieu de travail, ça de sa poche. Même ça sort dans sa poche, c'est 20 millions, l'argent c'est l'argent. Il te dira que c'est ses sous, il fait. Mais c'est nous notre mentalité en fait, moi je vous envoie ça les gars. Donc changeons de mentalité. On va laisser la parole rapidement à Nadège. Sur ce point-là, peut-être le message que je veux lancer aux jeunes déjà qui sont ici et ceux qui vont nous écouter, vous attendez que l'information vienne vers vous. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'État ou je ne sais pas qui, le maire ou le Mais l'État, c'est nous, non? C'est pas ce qu'on dit toujours. Non, l'État, c'est nous, oui. Mais dans notre tête ici, si tu demandes l'État, c'est qui? Il ne te dira pas, c'est moi. Moi, je m'adresse à l'État, la tête de l'État. Pourtant, tu dis c'est toi. C'est toi l'État. J'ai dit la tête, moi je suis le... Ah, ok. Tu as dit l'État d'abord. Oui, après, il a rajouté la tête de l'État. Toi, tu es l'orteil. Moi, c'est la tête sur laquelle l'État marche. Mais je veux dire que... Mais en vrai, les gens vont dire que non, il y a la liberté d'expression, tout et tout. Mais si on nous laisse vraiment dire ce qu'on pense, il y a des choses qui vont changer, quoi. Ouais. Et on ne nous laisse pas vraiment dire ce qu'on... Mais souvent même, avant même que tu penses, ton idée même te dit, il ne faut pas dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui ont dit, il y a des images qu'on avait vues, des icônes qui ont été arrêtées. Mais souvent, quand je prends les vidéos, j'essaie d'analyser, je dis réellement, parlons. Mais on ne dit pas tout. Donc vous pensez qu'il y a une façon de faire, de dire les choses sans être exposé, sans être en danger? Moi, je pense que souvent les gens confondent liberté d'expression et libertinage. Oui, c'est différent pour moi. Oui. C'est vrai qu'on n'est pas, totalement libre de dire ce qu'on veut. C'est pas parce que tu es libre de parler que tu vas te permettre d'insulter tout le monde sur les réseaux sociaux. Mais qui insulte? Ça, c'est l'atteinte à l'intégrité des Si vous me le permettez, Maïmouna, j'aimerais juste poser la question justement aux gens du public. Est-ce que
vous vous sentez libre de parler, de dire les choses avec la manière où... Mais est-ce que vous-même vous voulez dire quelque chose? Même ça, personne ne veut prendre le micro pour le dire. Oui, c'est vrai. Hein? Même pour faire une publication, tu cherches tes mots, tu vérifies tes mots. Mais du coup, si j'ai bien compris, il y a une perte de confiance, sentiment d'insécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui concrètement pour regagner cette confiance-là entre les jeunes et les institutions et les dirigeants? Moi, je pense que la première chose à faire, c'est, au niveau des institutions, c'est de se rapprocher plus des populations. Après ça, c'est d'être transparent, de communiquer. On est à l'aide du digital, donc les jeunes sont connectés, sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas utiliser ça pour les informer, pour être transparent sur les choses? Mais j'ai l'impression que la question, c'est pas que eux, les hommes politiques, qui communiquent, mais plutôt de laisser les jeunes communiquer, ou en tout cas s'exprimer librement, j'ai l'impression. Des plateformes de communication entre les institutions et la population. Moi, je pense que je vais prendre... Là où on peut poser des questions directement et on a un temps de traitement et on répond à vos questions. Moi, je pense que je vais prendre le contre-pied. Il faut plus déinstitutionnaliser la prise de décision. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut arrêter de prendre les décisions dans les bureaux. On les prendrait où alors dans ce cas? Parce que quand on prend les décisions dans les bureaux, c'est pour les gens sur le terrain ici. Vous n'êtes pas là-bas, vous n'avez pas la réalité des gens sur le terrain en fait. Il faut impliquer ceux qui sont sur le terrain dans les décisions, dans les prises de décision. Mais il faut permettre aux jeunes d'être dans les prises de décision. Parce que moi, j'ai toujours vu, dans les bureaux, les organisations, là, c'est toujours des personnes âgées. Il n'y a pas beaucoup de jeunes. Même si les jeunes, il est assistant, ou bien il n'a rien à dire même. Je suis d'accord avec, mais je pense que nous, les jeunes, on doit se préparer à être prêts à le faire. Parce que même si aujourd'hui, avec les plaidoyers que nous faisons, il y a de l'évolution et qu'on décide de prendre des jeunes pour participer, ce n'est pas tous les jeunes qu'on va prendre. On a des jeunes qui sont là, on a des jeunes qui vont nous regarder. Et l'idée, peut-être nous, on a déjà la possibilité de participer parce qu'on a eu la possibilité de faire partie de certains programmes politiques, des programmes citoyens, mais tous les jeunes de la Côte d'Ivoire n'ont pas cette opportunité. Ce que je veux faire comprendre, c'est que tu peux être dans un pays où tout fonctionne bien et puis avoir toujours l'impression que tu es mis à l'écart. Parce que justement, tu n'es pas préparé pour saisir l'opportunité. C'est ça. Et donc, c'est le moment, pour moi, que chacun ici essaie de chercher à s'engager quelque part. Pour que demain, quand il va s'agir même d'impliquer des jeunes, vous puissiez éventuellement être sur la liste des personnes qu'on pourrait proposer. Est-ce que vous croyez encore au changement? C'est l'exemple du Sénégal, il y a eu un changement, il y a eu des jeunes qui sont arrivés au pouvoir. Est-ce qu'il peut y avoir aujourd'hui un jeune président en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous y croyez déjà? Moi, je pense qu'on peut croire au changement, mais c'est vrai que nous sommes jeunes, nous sommes frustrés de tout ce qui se passe. Les élections présidentielles, nos lois même ne permettent pas à des jeunes d'être, ne serait-ce que candidats, encore plus, à plus forte raison, espérer être élus. Si nous ne sommes pas méthodiques, on ne va pas arriver à atteindre nos objectifs. Parce que nos propres actions vont parler contre nous. C'est important de se rapprocher des organisations qui existent déjà, des rassemblements qui existent déjà. Pourquoi on essaie de mettre nos forces ensemble? On ne peut pas aspirer à un changement si on n'a pas de vision collective. On doit avoir une vision d'ensemble. Et justement, la question s'adresse à tous, mais je continue avec vous. Concrètement, dans les prochains mois, dans les prochaines années, qu'est-ce que vous attendez concrètement des politiques en Côte d'Ivoire? J'attends beaucoup, mais je n'attends rien en même temps. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, ce que moi j'attends, c'est auprès des jeunes, qu'on puisse réellement travailler ensemble, qu'on puisse financer nous-mêmes nos propres usines. Ezekiel n'attend rien des politiques, attend plus des jeunes. Maïmouna, est-ce que c'est votre cas? Vous partagez son point de vue? Avant de venir sur ça, en fait, c'est la question de est-ce que le changement, il est possible? Le changement, il est possible, mais déjà, il faut savoir que le changement, c'est un processus. On ne se lève pas du jour au lendemain pour changer les choses. Une vision à long terme, comme disait Ezekiel. On se plaint. Mais à un moment donné, si aujourd'hui l'occasion se présentait, est-ce que nous, les jeunes, sommes prêts à relever le défi? Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Justement, on va poser la question au public. Est-ce que vous... Non, on pose la question. Est-ce que, mademoiselle, est-ce que si aujourd'hui on dit on va vous voter pour être présidente, est-ce que vous êtes prête à être présidente de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Oui. On peut lui passer. On va terminer, on arrive presque à la fin de ce débat. Un dernier tour de table très rapide, mais vraiment en une phrase. Comment aujourd'hui, selon vous, individuellement, on peut préparer les politiques de demain très rapidement, Ezekiel? Je pense que la graine est là, c'est la jeunesse. Ouais. Il faut déjà commencer à les former, à les donner les rudiments nécessaires et en même temps à les faire changer une mentalité que nos parents ont eue, de ne pas toujours attendre tout du gouvernement, de l'État, que nous-mêmes, à notre même niveau, nous pouvons déjà commencer. Maïmouna? À mon sens, je pense que voilà, on doit continuer à se former, s'engager à notre même niveau comme on peut, mais aussi
ne pas toujours attendre de l'État, comme je le dis, et puis briser ce lien-là aussi, pour ne pas que ce soit les mêmes choses, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et je le dis tout le temps, chaque fois que j'ai l'occasion de prendre la parole, je le dis, de la manière que tu te vends, c'est comme ça qu'on t'achète. Si on se vend comme du poisson à Dieu devant les politiciens, quand ils vont venir, c'est comme ça qu'ils vont nous acheter. Ça ne coûte pas plus cher que 100 francs, 500. Mais si on se vend comme du caviar, si on montre à ces politiciens-là on attend d'eux qu'ils nous fassent de vraies propositions, on attend d'eux de véritables programmes. Je pense qu'à un moment donné, ça ne va pas se faire maintenant, mais à un moment donné, ils vont se dire que ces jeunes que nous voyons là, ceux-là, on ne peut pas aller les blaguer avec 5 000, 10 000 francs. Il faut qu'on aille vers eux avec de véritables programmes pour les convaincre de voter pour nous. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra changer les choses. Clintellex? Moi, je dis aux futurs politiques, là, vous voyez les politiques de maintenant, on les connaît. Ils ne peuvent plus nous blaguer, pain, pâté. Donc, si c'est ça que vous avez prévu, quand vous allez donner une politique, ça ne va pas passer. Parce que nous, on va vous poser les vraies questions. On va vous demander les vrais comptes. Nadège, pour finir. Moi, déjà, je pense qu'à mon humble niveau, avec mon organisation, ce que nous essayons de faire, c'est rappeler les promesses de campagne du président Alassane Ouattara, qui a remporté les élections, et emmener les jeunes à surveiller la mise en œuvre de ces promesses-là. Si ces promesses n'ont pas été tenues, je pense que les élections à venir leur donnent la possibilité de revoir au moins les orientations et autres. Merci beaucoup en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci au public et on espère avoir l'occasion une prochaine fois de refaire ces échanges-là sur Brut. Bueno, merci beaucoup. On est top. Merci beaucoup. Merci vraiment. C'était très cool.